Comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, l'intégrité joue un rôle important pour les individus qui évoluent dans les entreprises contemporaines. Il faut maintenant regarder comment l'intégrité se concrétise au sein des entreprises. Dans ce qui suit, nous aborderons l'intégrité organisationnelle à l'aide de deux concepts, la cohérence stratégique et la gouvernance des entreprises. Ces deux concepts assurent que les entreprises fassent preuve d'intégrité. Pour que les actions d'une entreprise portent en matière de responsabilité sociale, on voudra voir un alignement entre la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est devenu un axiome qu'on accepte en stratégie d'entreprise. Pourquoi? Bien, parce qu'on souhaite que les actions des entreprises portent fruit tout simplement. Un désalignement à ce chapitre-là entraînerait des pertes financières, des pertes aussi sur le plan des économies qu'on peut faire sur le plan environnemental, des pertes aussi de performance très importantes en matière de responsabilité sociale. Bref, l'alignement est gage de performance et performance sur tous les plans, incluant celui de la responsabilité sociale et environnementale. La vision, la mission, les valeurs, les actions d'une organisation, ce sont des concepts qui sont très importants. Ils sont importants parce que ce sont les débuts de la réflexion stratégique d'une organisation. Alors, c'est important, dans un premier temps, de les définir. Quand on parle de la vision d'une organisation, c'est un peu comment, vers quoi elle aspire, tant en termes de ses clients, de ses marchés, de ses produits. Alors, c'est une position aussi un peu à long terme, qui devrait être inspirante, oui, pour elle, mais aussi pour les employés. Alors, dans ce contexte-là, ils savent à quel projet ils participent. Alors, la mission, elle se définit au moment présent. C'est un peu notre vision, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça devrait décrire nos marchés, décrire nos clients, décrire nos services et nos produits comme ils le sont. Souvent, on va aussi parler un peu de la stratégie. Ce ne serait pas surprenant de voir un énoncé de mission qui parle de clients qu'on veut desservir, mais qu'on veut desservir en utilisant des technologies de fine pointe. Au niveau des valeurs, bien, ces valeurs-là, ce sont des énoncés qui permettent de guider. À chaque moment, quand on va vivre sa mission, sa vision, quelles sont les grandes valeurs qui vont venir guider la réalisation de ces éléments. Donc, il y a ces trois éléments-là qui doivent nécessairement être cohérents, un en soutien de l'autre. Quand on parle d'action, qui était le quatrième élément, mission, vision, valeur et action, on parle d'action, donc on parle de stratégie. Ces stratégies-là, on espère qu'elles soient cohérentes avec les valeurs de l'organisation. On parlait d'un énoncé de mission. Imaginez-vous la situation où on aurait des stratégies qui ne sont pas du tout en lien et cohérentes avec la mission que s'est donnée l'organisation ou avec ses valeurs. Lorsqu'on parle de valeurs, on parle souvent d'engagement de l'organisation auprès de ses employés, de la communauté. Alors que ça devrait être inspirant d'avoir une mission, une vision. S'il y a un décalage avec les stratégies, bien, rapidement, c'est davantage un manque de confiance envers l'organisation qu'on va susciter. Donc, un manque de confiance, même un cynisme à certains égards. Donc, la cohérence est tout à fait importante. Une entreprise doit viser une cohérence stratégique afin d'assurer une gestion proactive et tournée vers le futur. Qu'est-ce que ça veut dire, une cohérence stratégique? C'est une cohérence entre différents aspects de l'organisation. Tout d'abord, il faut une cohérence entre les différentes parties des orientations stratégiques de l'organisation. On dit souvent qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre la mission, la vision, les objectifs stratégiques. C'est une partie de la cohérence. Mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre les membres de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la cohérence interne. Est-ce que les ressources humaines sont bien alignées entre elles? Il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre l'entreprise et son environnement. Et finalement, il faut aussi une cohérence entre les différents meneurs d'enjeux au sein d'une entreprise, c'est-à-dire les personnes qui sont soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, qui sont des parties prenantes, mais qui ont plus de poids. Lorsqu'on atteint une cohérence à l'intérieur et entre ces différents aspects, c'est là qu'on vise, qu'on peut réussir à avoir une cohérence plus forte qui va nous mener vers une gestion proactive et axée vers le futur. La responsabilité est une thématique incontournable dans la discipline de la stratégie. Pourquoi? Parce qu'elle trouve maintenant sa place dans l'ensemble du processus stratégique,
que ce soit d'une part dans la formulation, c'est-à-dire de la réflexion jusqu'à l'élaboration d'un plan stratégique, mais aussi dans l'implantation des stratégies, parce qu'il faut bien la mettre en pratique, cette responsabilité-là, et souvent, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, on voudra l'avoir en tête pendant toutes les étapes du processus stratégique, justement pour qu'on puisse rencontrer nos objectifs, mais aussi pour qu'on puisse rencontrer les contraintes et les critères attendus par la société. Ultimement, l'intégration de la responsabilité au sein de l'entreprise dépend entre autres des instruments de gouvernance qui s'y trouvent. Le concept de gouvernance, c'est vraiment un mot qu'on utilise souvent parce que de façon générale, ça veut dire gouverner. Si on se positionne un peu dans notre propos d'aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, on peut parler de gouvernance d'entreprise ou de gouvernance politique. Mettons de côté la gouvernance politique qui parle plutôt de gouvernement, de gouvernance de pays, de territoire. Nous, on va s'intéresser davantage à la gouvernance d'entreprise. Quand on parle de la gouvernance d'entreprise, c'est qu'on s'intéresse au rôle et aux structures de trois principaux acteurs. Donc, principaux acteurs, la haute direction, le conseil d'administration et troisièmement, les propriétaires. Donc, la gouvernance d'entreprise, c'est toutes ces réglementations-là, ces règles-là, ces processus-là qui vont permettre aux entreprises d'être dirigées, administrées, contrôlées. C'est à la fois ces joueurs-là comme des gens qui vont administrer, contrôler et diriger, mais quelle va être la relation entre ces trois acteurs-là? À quoi ça peut servir quand on parle de gouvernance? Évidemment, je pense que de parler de la haute direction, assez simple, de parler des propriétaires, des actionnaires, assez évident, mais les conseils d'administration, à quoi ça sert? Bien, c'est beaucoup lié au problème de contrôle qu'on veut exercer dans l'organisation. En effet, il y a le problème classique de tenter de minimiser les coûts d'agence. Quand on parle des coûts d'agence, c'est le fait qu'il y a une séparation entre les propriétaires, les actionnaires, qui sont nombreux, et la haute direction. On va souvent référer dans la littérature à la théorie de l'agence, où il y a un principal, un propriétaire et un agent, une haute direction. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'en effet, la haute direction, les agents, voient vraiment au bien-être, je devrais dire plutôt au bénéfice à long terme des actionnaires? C'est donc ce rôle-là particulier et c'est surtout à ça que servent les conseils d'administration. Quand on parle de gouvernance et de conseil d'administration, on a tendance à utiliser une théorie qui s'appelle la théorie de l'agence. C'est la théorie la plus populaire pour parler de ces deux concepts. En gros, ce que dit cette théorie, c'est que le principal doit vérifier ce que fait l'agent et doit le contrôler. Mais ce n'est pas la seule théorie qu'on peut utiliser pour mieux comprendre les conseils d'administration et mieux comprendre la gouvernance. Il y a la théorie de la dépendance des ressources, il y a la théorie de l'intendance, il y a la théorie des parties prenantes. Donc, je crois qu'il faut arrêter de regarder la relation entre le CA et l'entreprise comme celle d'un agent qui est scruté, qui est contrôlé par un principal et dont les intérêts sont incompatibles. Le problème avec la théorie de l'agence, c'est qu'elle a été créée et développée pour parler des entreprises cotées en bourse. Pourtant, il existe d'autres types d'organisations qui ne sont clairement pas cotées en bourse. Prenons une coopérative, prenons un OBNL. Ce sont des entreprises qui ont aussi de la gouvernance, qui ont aussi des conseils d'administration. Mais elles ne sont pas du tout faites de la même façon qu'une entreprise cotée en bourse. C'est pour ça qu'il faut des théories qui compensent les limites de la théorie de l'agence pour comprendre la relation entre le CA et la direction générale. Les conseils d'administration jouent un rôle très, très important dans la démarche de responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que le conseil d'administration est un outil de saine gouvernance parce qu'il force la direction à d'abord rendre des comptes et ensuite être meilleur. Le conseil d'administration, dans ce sens-là, joue un peu un double rôle qui peut parfois être paradoxal, mais il y a bien évidemment un rôle de fiduciaire où le conseil s'assure que l'entreprise respecte les lois, règlements et les meilleures pratiques, mais il y a aussi un rôle stratégique où, par ses interactions choisies et très, très bien ciblées avec la direction, le conseil d'administration devient lui-même un outil dans la création de valeur par l'entreprise. Le rôle des conseils d'administration a énormément changé depuis 20 ans.
Alors qu'au départ, on demandait surtout au CA de ratifier des décisions, donc d'exercer davantage un rôle plus de contrôle. Maintenant, on demande au CA d'aussi assumer un rôle conseil, de s'investir davantage dans les décisions stratégiques. D'ailleurs, beaucoup de bourses, dans leurs directives, sont très claires quant au rôle de conseil d'administration. Et spécifiquement, on demande au conseil d'administration d'au moins faire état de reconnaître l'existence et d'être familier avec le processus de planification stratégique qui est utilisé par les organisations, par l'entreprise. Ça veut dire, oui, le processus de planification stratégique, mais aussi de regarder, d'approuver, participer au plan annuel. On demande aussi au conseil d'administration de s'intéresser à la gestion des risques. Quels sont les risques qui sont inhérents à l'entreprise dans le secteur dans lequel elle évolue? C'est important aussi de savoir que, expressément, il y a beaucoup de bourses qui disent que c'est la responsabilité du conseil d'administration de voir à l'intégrité du PDG et de s'assurer que le PDG contribue à une culture d'intégrité au sein de l'organisation. Il n'est donc pas anormal de voir des codes d'éthique au niveau du conseil d'administration et au niveau de l'organisation dans son ensemble. Les responsabilités du conseil ont changé. Eh bien, évidemment, la composition du conseil a également changé. Je pense qu'il y a 3 mots importants qui vont venir capter, bien caractériser ces changements-là au niveau de la composition des conseils. Indépendance, diversité, compétence. 3 mots importants. L'indépendance, on fait évidemment allusion au fait qu'on souhaite avoir sur les conseils des gens qui sont indépendants d'esprit. Alors, ces périodes-là où on avait au sein du conseil le vice-président marketing, le vice-président finance, ben c'est plus ça qu'on voit. On veut des gens qui sont indépendants, qui arrivent là, qui ne sont pas en conflit d'intérêts avec le président directeur général, qui, on l'espère, vont vraiment dire ce qu'ils pensent. Mais il faut comprendre que maintenant qu'on a des conseils avec beaucoup de gens qui sont indépendants, il y a quand même une perte au niveau de l'information. Il y a un arbitrage qui est fait. Oui, on a des gens indépendants, mais on a des gens qui ont plus une connaissance aussi fine de l'organisation ou même de l'industrie. C'est donc important de mettre l'accent sur les compétences. Quelles sont les compétences, les connaissances que devraient avoir les administrateurs qui siègent? Donc, c'est un élément important. Et le 3e élément, c'est la diversité. On souhaite atteindre une certaine diversité au niveau des compétences, une diversité au sein de tout le conseil. Souvent, d'ailleurs, les compétences, on va les nommer en termes de compétences que devrait avoir chacun des administrateurs, mais des compétences que tout le conseil devrait avoir. On ne s'attend peut-être pas à ce que tout le monde ait des connaissances fines de marketing, mais on veut s'assurer, par contre, qu'il y a 1 ou 2 administrateurs qui siègent qui, eux, ont ces compétences-là, ces avoirs-là. On cherche une diversité au niveau social, hein, de s'assurer d'avoir des femmes, des certaines minorités visibles au sein du conseil. Clairement, on espère, puis on souhaite que cette diversité-là vienne améliorer le rendement, la performance de nos conseils. La professionnalisation des conseils d'administration, un phénomène réel. C'est réel surtout dans le contexte du rôle changeant, des compétences qu'on demande maintenant auprès de nos administrateurs. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire professionnalisation. Oui, on admet et on reconnaît que certaines activités, certains métiers nécessitent des compétences particulières. Et oui, il faut des compétences, des savoirs particuliers pour siéger sur des conseils d'administration. Premièrement, je pense qu'on voit que les différentes compagnies, les conseils d'administration, prennent de plus en plus à cœur le recrutement. Mais cette professionnalisation-là, on la voit aussi dans le fonctionnement des conseils. Des conseils qui sont plus structurés, avec des normes plus précises, une organisation du travail, même la façon dont va se vivre la séance de travail. Ce sont tous des signes d'une plus grande professionnalisation des conseils
l'intérieur d'une entreprise, les différents acteurs qui la composent ont la responsabilité d'atteindre, de mettre tout en œuvre pour la réalisation des objectifs que l'entreprise elle-même s'est fixés. Alors ça, c'est assez clair. Un conseil d'administration, lui, est censé prendre un peu plus de recul, jouer un rôle davantage de vigie pour étudier ce que l'entreprise s'est donné comme objectif, comparer à ce qui se fait ailleurs, interroger, mettre au défi l'entreprise de justifier les choix qu'elle a faits, mais aussi faire appel à des préoccupations plus sociétales. Donc de ce point de vue-là, le conseil d'administration peut jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une entreprise en l'appelant à relever le nez de ses opérations du quotidien, de ses préoccupations de maximisation du profit, pour se soucier d'enjeux qui vont davantage appeler à des valeurs différentes que la valeur de performance financière. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans un conseil d'administration, c'est quand il est diversifié. Ça lui permet de ramener des perspectives différentes autour de la table et de débattre de la façon de trouver, d'arbitrer, de trouver un équilibre entre les différentes finalités de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, plus on a de diversité dans les conseils d'administration, plus on se donne les moyens d'avoir des entreprises saines qui sont constamment remises en question et qui améliorent leurs pratiques de façon continue. Dans la prochaine capsule, nous aborderons la place des normes et des certifications qui permettent d'encadrer encore mieux les entreprises.